Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour cet atelier, deuxième atelier de la matinée, consacré à un sujet aussi stratégique que concret, comment créer une vraie stratégie pour répondre efficacement aux appels d'offres. Donc pour beaucoup d'entreprises du secteur, l'appel d'offres est devenu un passage obligé. C'est souvent une formidable opportunité de développement, évidemment, mais c'est aussi un exercice complexe, parfois frustrant, beaucoup de travail, des règles strictes, la concurrence qui ne cesse de s'intensifier. Donc comprendre comment ces procédures fonctionnent, savoir éviter les erreurs les plus courantes et surtout mettre en valeur ses points forts, ce sont des éléments décisifs, évidemment, pour se démarquer dans un marché très concurrentiel. Bien maîtriser l'appel d'offres, en tout cas la réponse à un appel d'offres, est un levier de croissance énorme, bien entendu, à condition de comprendre comment est-ce que ces appels d'offres fonctionnent, ce que recherchent réellement les acheteurs, et surtout comment valoriser ses propres atouts, que ce soit la qualité de service, la fiabilité, la traçabilité, les sujets qu'on a abordés déjà depuis au fil de ces 3 jours, puisque nous sommes déjà le dernier jour du salon, ou encore l'engagement environnemental, pour ne citer que ces exemples. Donc pour nous éclairer sur tout ça, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Aurélien Touré, qui est président de Canva. Bonjour. Je prononce bien, c'est Canva, c'est ça, de Canva. Donc qui accompagne depuis plusieurs années des entreprises dans la structuration de leurs offres et la réussite de leurs réponses. Et puis Cédric Dekeyzer, qu'on ne présente plus, à la tête de la blanchisserie Igitex. Donc ensemble, on va voir comment éviter les erreurs les plus fréquentes, comment se positionner intelligemment sur les bons dossiers, comment mettre en avant ce qui fait vraiment la différence pour remporter un marché. Et donc on va parler concret, on va parler terrain, on va parler efficacité, tout ce qu'on aime ici. Pour démarrer, donc Aurélien, je vais commencer par toi. Je sais que tu as quelques petites slides, elles vont s'afficher. Voilà. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler, on va faire simple pour démarrer, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment fonctionne un appel d'offres et surtout ce que tu observes toi le plus souvent dans la façon dont les prestataires y répondent? Alors, merci Sandra, enchanté, bonjour à tous. Le mécanisme des marchés publics, on va aller sur les petits... c'est vrai que j'ai envoyé tout le support, hop. Voilà. Le mécanisme des marchés publics est un mécanisme finalement assez sain et en France totalement ouvert. Le mécanisme des marchés publics, c'est un cadre réglementaire, juridique, administratif et c'est avant tout une démarche commerciale. À partir du moment où on intègre que c'est une démarche commerciale qui doit nous permettre de faire grandir nos entreprises et d'apporter un service de qualité, au juste prix d'ailleurs, sur nos territoires et en ce qui nous concerne aujourd'hui, beaucoup de collectivités et un certain nombre d'établissements publics, des hôpitaux, des EHPAD, des centres sportifs, on commence déjà à aborder le sujet différemment. Avant d'être un cadre réglementaire, juridique, administratif, c'est une démarche commerciale et une démarche d'achat côté collectivité, parce que c'est l'essentiel du sujet. Qu'est-ce qu'un marché public? Un marché public, assez simplement, c'est un contrat conclu à titre onéreux entre 2 opérateurs économiques, publics pour le donneur d'ordre et privé ou public d'ailleurs, oui, pour le soumissionnaire. Public ou privé parce qu'il y a une règle d'or en France qu'on ne retrouve pas dans tous les pays européens d'ailleurs, qui est une de nos grandes particularités, c'est que la commande publique française est ouverte à tous. Souvent je dis, n'importe qui peut répondre à n'importe quoi. Et ça, il faut l'intégrer, c'est-à-dire qu'on en a fait une commande publique qui est totalement ouverte. Ça veut dire que quelque réponse que vous fassiez, vous, ou un confrère, ou un nouveau venu, il sera analysé de la même manière. Et ça, c'est un élément fondamental dans la commande publique française. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très sain, alors qui ouvre évidemment du coup à des recours juridiques, à du potentiel contentieux, parfois à de l'insatisfaction, mais à l'inverse et à la réciproque même, et de dire que ça ouvre à des belles croissances et des belles réussites sur le secteur public. Nous, de notre côté, chez Canva, on a connu en 20 ans des entreprises qu'on a, ou nous, ou elles toutes seules d'ailleurs, positionnées en partant de zéro sur du secteur public, donc ont vraiment fait grandir l'entreprise avec une forte acquisition de chiffres. Pourquoi? Un petit exemple. Parce que, et de plus en plus d'ailleurs, depuis la dernière grande rénovation du Code des marchés publics, qui est devenu Code de commande publique en 2012, on a généralisé ce qu'on appelle les accords cadres et les marchés à bon de commande. C'est-à-dire, au lieu de passer des contrats très récurrents, on a lancé des consultations
un peu plus ouverte, parfois multi-attributaire, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner plusieurs prestataires avec une règle de jeu et de remise en concurrence, mais sur des marchés qui vont durer 3 à 4 ans. On dit que le marché est reconductible 3 à 4 fois, de manière tacite, et on est non reconduit s'il y a un litige plutôt important. Derrière cette commande publique, il y a un élément très important à retenir. Pour rien vous cacher, hier lundi, tous les lundis chez Canva, on fait un point technique où j'anime auprès de nos consultants un sujet clé, et c'était le sujet d'hier, comme quoi on revient parfois aux fondamentaux. C'est ce qu'on appelle l'article 1. Alors, depuis peu, c'est plus l'article 1, c'est l'article 3, mais je préfère dire que c'est l'article 1 tellement il est fondamental. C'est le fait d'avoir inscrit dans le code de la commande publique cette notion de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence des procédures pour une bonne utilisation des deniers publics. Ce qui contraint, ou plutôt amène l'acheteur à sélectionner, terme un peu technique, l'offre économiquement la plus avantageuse. Ça veut dire que l'acheteur, il est finalement beaucoup plus contraint que l'entreprise dans le respect de sa procédure et dans la sélection des offres qu'il va faire. Et dernier point pour ce petit préalable, je dis souvent que finalement l'entreprise ou le répondant a des droits et l'acheteur, lui, a des devoirs. C'est lui qui doit nous montrer que la procédure est bien respectée. C'est lui qui doit nous dire non, là, je ne peux pas vous répondre parce qu'on est sur tel et tel sujet, on est à tel moment de la procédure. Par contre, moi, entreprise, une fois de plus, je fais du business. Mon job, c'est de remporter l'affaire. Donc, je dois tout tenter pour la faire évoluer dans le bon sens. On verra tout à l'heure sur le avant, pendant, après, à quel moment je décline tel et tel argument. D'accord. Donc tu parles tu as évoqué le critère du prix, de l'offre économiquement la plus intéressante, hein, évidemment. Avantageuse, ouais. Est-ce que tu as observé une évolution ces dernières années justement sur les critères de sélection? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux critères clés qui sont apparus, comme par exemple la qualité, la RSE, l'innovation, la fiabilité? Est-ce que c'est des choses aujourd'hui que tu vois apparaître dans les appels d'offres? Alors, clairement, la commande publique s'est modernisée, ou plutôt professionnalisée. Et d'ailleurs, on commence à avoir un rapprochement entre les méthodes du privé et les méthodes du public. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand il y a eu les successives rénovations du code, la commande publique s'est inspirée du privé dans sa méthode d'achat, notamment les référencements, les centrales, les accords cadres. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des grands comptes privés qui s'inspirent du public par la rigueur, la méthode, le timing. Donc en effet, le premier impact que ça a eu, c'est d'avoir des critères de plus en plus détaillés, ce qu'on appelle des sous-critères. Donc on a une pondération objective, générale, valeur technique temps, prix temps, délai temps, et ensuite on rentre sur des sous-critères bien détaillés qui doivent être communiqués au préalable pour faire une analyse précise. Et en effet, on a vu arriver des nouveaux critères qui étaient peut-être déjà présents, mais de manière plus sous-jacente. Le RSE, donc la durabilité d'un produit, la durabilité d'une démarche, l'insertion. Et en effet, il y a des métiers qui sont naturellement un peu plus marqués. Et je pense que vous êtes un de ces métiers-là, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Et en effet, c'est des critères qui deviennent de plus en plus objectifs, plus précis, et qui permettent d'avoir une concurrence de plus en plus saine. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que désormais, avec des critères beaucoup plus spécifiques, on voit apparaître, ou plutôt on ne voit plus apparaître des contentieux sur tout et n'importe quoi. Ça engage aussi l'acheteur à aller porter une vraie analyse et préparer l'analyse de son appel d'offres. Ouais, donc ça aborde davantage, enfin. Ça aborde davantage et ça permet à l'acheteur, on en parlait rapidement tout à l'heure avec Cédric, à l'entreprise qui répond, à l'opérateur économique qui répond, d'avoir une vision très concrète de la réalité de l'achat qu'est en train de mener notre donneur d'ordre. Est-ce que ces critères, ils n'ont pas de sens? Est-ce qu'ils ne me conviennent pas? Est-ce qu'ils sont très restrictifs? Est-ce qu'ils sont disproportionnés sur l'un par rapport à l'autre? En fait, on commence à avoir du coup une vraie vision. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. Nous, on dépose à peu près 3000 marchés par an depuis 18 ans. Donc, il y a toujours eu ces démarches-là, mais c'était peut-être réservé à certaines typologies d'achats. D'accord. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il ne suffit plus d'avoir le meilleur prix. Il suffit pas, et j'ai envie de dire, il n'a jamais suffi d'avoir le meilleur prix.
parfois, des acheteurs étaient un petit peu facilitants sur ces sujets-là, et peut-être assez naturellement. Quand vous devez faire des économies, vous allez les faire là où il y a le moins de valeur ajoutée, ce qui paraît assez naturel. Alors, je ne vais pas vous cacher que depuis quelques temps, il y a quand même des tensions budgétaires, et là, il y a encore peu de temps, j'avais des acheteurs qui me disaient aujourd'hui, je me retrouve à avoir en face de moi 3 offres à des prix. Il y a un an, les mêmes offres de prix étaient qualifiées d'offres anormalement basses. Donc, offre anormalement basse, c'est un terme technique du code. Hein. Oui. C'est une offre qu'on considère totalement disproportionnée par rapport à la réalité d'un marché ou la réalité des autres candidats par rapport à celui qui y est jugé tel. Et d'ailleurs, la responsabilité est du côté de l'acheteur pour solliciter et revenir vers l'entreprise qui a fait cette offre anormalement basse et lui demander de la justifier. Et l'acheteur porte la responsabilité de lui attribuer, à partir du moment où il évalue la justification comme suffisante. Donc ce n'est pas que le prix, mais le prix reste un enjeu majeur. Une fois de plus, l'offre économiquement la plus avantageuse. Toujours. Toi, Cédric, en tant qu'exploitant de blanchisserie, comment est-ce que tu as vu évoluer justement les attentes des donneurs d'ordre sur le terrain ? En fait, on retrouve aujourd'hui les différences qu'on peut avoir entre des petites demandes et des plus grosses structures qui vont nous faire des demandes. Et il est très facile aujourd'hui de voir le maire du village où on habite, de la ville où on habite, qu'on connaît et à qui on va commencer à travailler pour faire un travail au niveau de la collectivité. Le problème, c'est qu'en effet, quand c'est plus gros, pour éviter ce genre éventuellement d'abus qu'il peut y avoir, il y a ces documents qui sont mis en place. Et comme tout administratif français, ça fait une belle pile de documents et des fois ça peut faire peur. Par contre, ça permet au moins d'être très clair et très carré dans tout ça. Et en effet, on voit qu'à une époque, on avait les appels d'offres où c'était principalement le critère de l'argent qui était pris en compte. Maintenant, on a de plus en plus, dans notre cas, de l'insertion sociale. Oui. Et la RSE, clairement. Et moi, je sais que le premier appel d'offres auquel on a répondu, on a gagné cet appel d'offres. On s'est dit, bon, on n'a pas grand-chose à risquer, on va en faire un, comme ça on va apprendre. Et en fait, on l'a gagné principalement pour des raisons de qualité, des raisons environnementales. D'accord. Est-ce que tu trouves de fait que les appels d'offres, ils traduisent plutôt bien la réalité de notre métier ? Parce que comme l'a dit Aurélien, oui, on est sur un secteur assez particulier. Est-ce que ça traduit bien la réalité du métier, ou est-ce que tu observes qu'il peut y avoir un décalage entre les critères administratifs et les contraintes opérationnelles ? Ça peut traduire assez bien. La difficulté, ça va être justement sur quoi ils vont pousser. Là, aujourd'hui, la qualité, ça marche bien, mais quand par défaut, ils nous prennent des t-shirts ou des pantalons avec des textiles super fragiles et qu'ils veulent faire nettoyer ça par des stocks qui travaillent avec des tunnels de lavage, techniquement, c'est pas possible. Les vêtements, on va les bousiller. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où il faut quand même pouvoir revenir vers eux en disant, écoute, t'es un acheteur, t'es pas forcément super qualifié en expertise dans l'entretien du textile, donc ce que tu me demandes, c'est pas possible. Et la difficulté qu'on a dans ce moment-là, c'est que en face de nous, on a un document qui est épais comme ça, on va devoir trouver déjà l'information, et après, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire ? Est-ce que je dis, non, je suis pas capable de faire, mais en même temps, personne ne l'est, donc je réponds pas ? Ou est-ce que ça vaut le coup que je réponde en posant une question ? Et c'est là où ça devient super compliqué, parce qu'on n'a pas forcément, on a un grand document devant nous, mais on n'a pas forcément ce côté humain. Donc quand on a une très grosse structure avec des personnes dans le juridique qui sont habituées à potasser ça, ça va très bien. Mais quand on est une structure où on est chef d'entreprise tout seul ou avec un associé avec 5 salariés, on a autre chose à foutre que de passer 400 pages pour essayer de trouver cette information. D'accord. Aurélien, tu veux réagir là-dessus ? C'est vrai que dans la commande publique, on a vu apparaître au fil des années sur les métiers on va dire, très techniques, avec des enjeux financiers importants, ce qu'on appelle des AMO. Des cabinets qui vont accompagner l'acheteur public pour consolider l'acte d'achat, l'aspect technique, et apporter un conseil dans le choix de la procédure, voire même dans l'analyse des offres. Ça, c'est assez courant dans plein de métiers. Et c'est assez naturel, puisque, comme l'a dit Cédric, l'acheteur n'a pas forcément la compétence technique. C'est beaucoup plus compliqué à déployer sur des métiers où l'enjeu financier est moindre, l'achat moins récurrent, et où il faut déjà maîtriser un coût d'achat dès le départ. Et donc, ce rôle-là, il revient à l'entreprise. Il revient à l'entreprise en lui permettant, en anticipant un peu les marchés à venir, d'aller au contact du donneur d'ordre pour l'aider à préparer.
l'aider à préparer, lui donner des idées, faire valoriser son entreprise, peut-être son territoire, constater ce qui s'est passé dans la précédente relation commerciale. Et finalement, quand on dit ça, on revient sur un acte de vente plus traditionnel. Alors, ce n'est pas toujours aisé pour beaucoup de nos entreprises parce qu'on n'a pas forcément des forces de vente sur le terrain qui peuvent se permettre d'aller rencontrer 100 km à la ronde toutes les cibles potentielles. Donc, aujourd'hui, on peut encore tenter de le mener. Au moment où la consultation est lancée, on doit respecter certaines règles, puisque la règle tacite, c'est la consultation est lancée, pas d'échange. Alors, on a différentes typologies de procédures, hein. Plus on descend en termes de volume d'affaires, plus on a des procédures allégées. On ne va pas y revenir là, mais voilà, jusqu'à un certain seuil, on peut faire du gré à gré. Il faut que l'acheteur assure une mise en concurrence certaine. Ensuite, on est sur une procédure adaptée où on a des échanges qui sont plus faciles avec l'acheteur et beaucoup plus d'éléments qui sont laissés à sa libre appréciation. Et au-dessus d'un certain montant, on passe en appel d'offres ouvert, où là, tout est plutôt très caréné et on ne peut pas trop chambouler. Toutefois, on peut tenter d'échanger avec l'acheteur. Pourquoi? Parce que l'acheteur, pendant sa consultation, il peut la faire évoluer. Alors, évoluer, c'est assez contraignant. C'est répondre à des questions. Et donc, les réponses deviennent une pièce du marché. Ils peuvent publier des actes modificatifs. Donc, ils peuvent faire évoluer le dossier de consultation, donc l'ensemble des pièces qui formalisent l'acte d'achat et les règles dedans. Et là, il y a un enjeu pour les entreprises. Ne pas hésiter à poser ces questions-là. Ne pas hésiter à demander ce qu'on appelle des variantes. C'est-à-dire de dire, bah voilà, en l'occurrence, moi j'ai des pantalons 3 boutons, vous demandez du zip. Ok, donc question-réponse. Est-ce que finalement vous ne voulez pas enlever cette mention-là parce que le besoin est à peu près le même, on est à peu près tous d'accord là-dessus? Ou est-ce que je vois que les variantes ne sont pas autorisées, est-ce que vous pouvez les autoriser? Comme ça, je vous propose la variante. Et vous voyez, je donne un exemple un petit peu technique, mais non, mais c'est un exemple en fait pour bien lire entre les lignes justement. Exactement. La question que j'allais vous poser justement. Il y a quelques années, c'était pas possible. Oui, d'accord. Donc c'est récent qu'on puisse faire ça, d'accord. Parce que lire entre les lignes du cahier des charges pour justement éventuellement revenir, comme tu l'évoquais, vers l'acheteur, ça me paraît assez pertinent, surtout qu'en face, ceux qui rédigent les offres, comme on l'a dit, ne sont pas forcément des spécialistes du secteur. J'ai eu l'exemple sur justement des vêtements où en fait l'acheteur a été prendre la fiche technique d'un pantalon d'un concurrent et a fait un copier-coller. Et donc la description du pantalon en question, qui était un pantalon de travail haute visibilité, faisait une page complète. Moi, le pantalon que j'avais à ce moment-là, en effet, c'était des boutons, c'était pas un zip. Il y avait 6 poches alors qu'il en voulait 5. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis je laisse tomber parce qu'il y a une poche en trop et donc je réponds pas, ou est-ce que je peux me permettre? Il est marqué qu'il n'y a pas de variante. D'habitude, je prends mon téléphone, j'appelle l'acheteur et je lui dis ça t'embête d'avoir une poche en plus? Et il me dit non, le problème est réglé. Là, je peux pas. Il faut que je remplisse un document et le document, je le renvoie. C'est là où en effet, ça fait super peur à certains moments et ça paraît super compliqué. Alors que pourtant, ça n'est que en fait un formalisme qui est super intéressant parce que de ce fait-là, tout le monde a la même information. Et si un concurrent à moi pose la question en disant moi j'ai des zips et pas des boutons, la réponse, non seulement je vois qu'il a posé la question, mais en plus j'ai même aussi la réponse et accès à cette réponse. Donc l'intérêt, c'est que tout est vraiment très transparent. Par contre, en effet, ça peut faire un petit peu peur d'avoir tous ces documents à répondre en même temps, quoi. Ça oblige en fait à, ce que j'ai dit tout à l'heure, à se repositionner dans une vraie logique business. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de l'écart entre la demande et le besoin. En effet, 5 poches versus 6 poches, pardon. Porsche. Pareil, surtout pour un élu. On peut se dire qu'on répond aux mêmes besoins, sauf s'il est capable de démontrer. Admettons que la différence soit que l'acheteur a demandé une bande de visibilité et que vous n'avez pas de bande de visibilité. Là, clairement, le besoin n'est pas le même. Donc, et c'est là où souvent dans les échanges avec les entreprises, on s'aperçoit qu'il y a des écarts, et parfois des écarts de compréhension. Vouloir forcer son produit en disant non, mais ça te suffit dans ta collectivité. Non, s'il y a un besoin spécifique, il est peut-être documenté. Par contre, si finalement une demande est assez ferme, mais on sait qu'on va répondre aux mêmes besoins avec une alternative, et c'est la notion même de variante, là, on peut forcer un petit peu l'acheteur à le faire évoluer. Pourquoi? Parce que, et une fois de plus, c'est réservé... Enfin, c'est pas réservé, mais il faut avoir une certaine largeur d'offre pour le faire. Parce qu'en termes de contentieux, ça tient plus du tout. En termes de contentieux, c'est pas du tout parce qu'on contraint en fait le volume potentiel de concurrents. Et aujourd'hui, il y a un élément qui est extrêmement important dans la commande publique, c'est d'avoir de la concurrence.
On est dans une période où il y a de plus en plus de candidats dans tous les domaines, parce que peut-être que de l'autre côté, les marchés se resserrent un petit peu, sont moins rentables. Donc on voit arriver des nouveaux candidats, on voit arriver des anciens candidats qui avaient arrêté. Donc forcément, aujourd'hui, il y a un peu plus de concurrence. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc plus je contrains, plus je limite ma capacité en tant qu'acheteur à acheter correctement le bon produit au juste prix. Et ça permet aussi à nous d'apporter notre expertise à ce moment-là. C'est-à-dire que quand j'ai dans un appel d'offres le fait d'avoir des t-shirts en bambou qu'il faut nettoyer, à ce moment-là, je peux préciser à l'acheteur que ces t-shirts en bambou, ok, il n'y a pas de problème, on va les laver. Par contre, il faut les laver selon des procédures très spécifiques et ces procédures n'apparaissent nulle part dans l'appel d'offres. Il n'est pas au courant de ça. Donc ça nous permet aussi à nous de préciser certaines choses pour que lui oriente plus. Et bien sûr, les choses qu'on précise, c'est celles qui vont dans notre sens et qui nous permettent de montrer qu'on est meilleur que le concurrent. Donc typiquement, moi, il y a un appel d'offres qu'on a gagné. On est à 100 km. On va chercher les vêtements pour lui. Par contre, on l'a gagné parce qu'on est les seuls à avoir un type de lavage qui permettait de favoriser justement ces t-shirts en bambou que les concurrents et confrères n'avaient pas du tout. Donc en posant la question, ça a permis d'attirer le regard de l'acheteur sur un sujet qu'il n'avait pas anticipé et qui a fait qu'à la fin, on a gagné l'appel d'offres. Donc on a bien compris tout l'intérêt d'enclencher, de ne pas hésiter à enclencher un dialogue avec l'acheteur. Mais alors à quel moment, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on décide à quel moment on laisse passer un appel d'offres parce que de toute façon, ce n'est pas la peine? Alors, là, on touche un petit peu à la stratégie de l'entreprise. Absolument. Le point fondamental, et je pense qui qu'on soit d'ailleurs, quelle que soit la typologie et la taille de l'entreprise, c'est de définir une stratégie, un plan d'action et des objectifs. Se dire, voilà, cette année, j'ai identifié, je ne sais pas, qu'il y avait au moins 50 AO sur mon marché, 50 appels d'offres. Je veux en remporter au moins 3. Je veux me positionner sur au moins tant. Je veux qu'on ait à peu près tel taux de succès. Déjà, sans faire ça, c'est compliqué de faire des choix quand on a là-haut sous les yeux. Ensuite, on va avoir des entreprises qui vont avoir une stratégie assez massive. Ils veulent vraiment répondre, couvrir, montrer qu'ils sont présents. Et puis, n'oublions pas que répondre à un appel d'offres, même si on ne le remporte pas, c'est une communication directe avec mon prospect. Je rentre dans le sein des saints. Il va lire ma réponse, il va me découvrir, il va peut-être me connaître un peu mieux. Et peut-être qu'il ne me l'attribuera pas aujourd'hui, mais qu'il va passer un coup de fil 3 jours après en me disant, voilà, là, ça n'allait pas, mais j'aimerais qu'on se voit parce que je vais avoir une autre consultation ou j'aimerais mieux comprendre. Donc, on communique. Mais le go-no-go, c'est-à-dire j'y vais pas, il est propre à chaque entreprise, mais il doit permettre de définir ce qu'on veut aller chercher. Et ça, c'est vrai que toutes les entreprises ne posent pas forcément cette question-là. Ce que je veux aller chercher, c'est quoi, à quel prix, avec quelle marge, et peut-être pourquoi. Quand on répond, on y viendra tout à l'heure, à 100 km, peut-être que, je ne sais pas, c'est la première fois qu'on a un contrat aussi loin. Peut-être que du coup, je vais répondre autour de cette cible-là, avec un nouvel argument dans ma réponse, pour me permettre de rentabiliser un peu plus mon transport, peut-être d'être un peu plus efficace sur mes marges. Et du coup, l'objectif n'est peut-être pas le même que 6 jours avant de répondre à celui des 100 km. Donc, il y a la notion de stratégie. Et le go-no-go, c'est toujours savoir ce qu'on va chercher. Et même quand on perd l'appel d'offres, de capitaliser au maximum dessus. Nous, ce qu'on dit en interne, à nos consultants, on leur dit, tu fermes le dossier quand tu es d'accord avec l'acheteur. J'ai gagné, c'est bien de savoir pourquoi, c'est bien de savoir là où j'étais bon, là où je l'étais moins, mais quand on perd, de demander à l'acheteur pourquoi, ça paraît bête, puis c'est ce qu'on appelle demander le motif détaillé du rejet de notre offre et d'acceptation de l'offre du titulaire, mais c'est surtout d'essayer d'échanger avec lui pour être d'accord, pour se dire « Ok, j'ai compris et je suis OK, vous avez raison ». Ça, je pense que c'est le point le plus important parce que c'est lui qui va vous permettre de conditionner tous les prochains go-no-go. Peut-être ce que finalement vous ne savez pas faire techniquement. Et du coup, si vous dites, si je veux ces marchés-là, techniquement, on est faible là, donc je vais me mettre à niveau et ensuite je répondrai. Et j'avance petit à petit. Juste un dernier point, moi j'ai découvert... alors, j'ai déjà eu quelques clients dans le domaine, ce que je disais à Cédric, dans la réparation des moteurs de laverie, la fourniture de moteurs, etc. Mais j'ai découvert en effet qu'il y avait quand même beaucoup d'appels d'offres
extrêmement territorialisé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un pan de marché qui est loin d'être négligeable. Et il y a peut-être des offres presque dédiées à ce donneur d'ordre public avec un mécanisme qui lui est propre. Parce que j'ai regardé un petit peu les critères de pondération. Il y en a très peu où c'est assez détaillé finalement. Donc, il y a quand même matière à évangéliser un petit peu plus le marché. Cédric, tu veux réagir ? Surtout qu'en fait, dans les pondérations, il va y avoir le côté local, il va y avoir le côté économique, écologique, et tout ça, c'est des sujets sur lesquels, quand on est plus petit, on peut y arriver facilement. C'est-à-dire que ça coûtera forcément socialement, écologiquement moins cher de faire intervenir une petite blanchisserie locale plutôt que de faire intervenir une très grosse blanchisserie qui vient de beaucoup plus loin et qui ne va pas forcément traiter avec la même attention le marché et les textiles qui sont confiés à ce moment-là. Donc il y a des moments, c'est beaucoup plus efficace. Et en plus, quand on est en période d'élection, c'est encore mieux parce que là, on peut aller voir nos élus et lui dire tu te souviens que si tu me fais travailler, moi j'ai 5-10 salariés derrière qui vont voter pour ces élections. Donc on a toujours ces moments où ça permet, même localement, quand on ne maîtrise pas ce genre de choses, d'aller les chercher. Et encore une fois, on a, en étant plus petit, ces capacités que n'ont plus forcément les gros à avoir ça. La difficulté, c'est comment on traduit cette information. Et il y a des moments, c'est sûr qu'on a un document devant nous qui est très épais, mais on a besoin en fait d'évangéliser la personne qui en face de nous veut nous faire travailler, nous poser des questions, en lui mettant le nez sur certaines choses, parce que 2-3 jours avant, c'était la même personne qui a passé un appel d'offres pour acheter des tables de ping-pong. Il a avant fait faire un terrain de basket, etc. Et d'un coup, on lui dit qu'il faut faire l'appel d'offres pour les pressings, pour faire nettoyer les vêtements. Il lance ça parce qu'il y a 15 gars qui sont dans les espaces verts et qu'il faut nettoyer les vêtements. Il n'a pas forcément conscience des questions qu'il est en train de poser. Et il n'a pas conscience de la technicité de ce qu'est notre métier. Donc c'est là où nous, on a besoin de temps en temps de les aider. Et c'est là où on peut être encore même meilleur que les gros, parce que les gros qui répondent, c'est leur service juridique qui honnêtement n'y connaissent pas non plus grand-chose. Alors que quand nous, on intervient en étant plus petits, c'est nous qui répondons aux questions, c'est nous qui allons évangéliser notre acheteur en face de nous. Et là, il y a potentiellement vraiment des possibilités de répondre facilement à ça. Alors justement, Aurélien, là-dessus, pardon, je suis désolée, j'ai une canne de tout. Comment est-ce qu'on peut mettre en avant la valeur ajoutée de son entreprise, notamment pour les blanchisseries qui vont proposer des services sur mesure, par exemple ? Alors, une chose est sûre, c'est qu'il faut faire des offres de qualité. Je sais que c'est pas facile, parce que dans beaucoup de métiers, c'est pas notre quotidien d'écrire, de récupérer de l'information, de la mettre en valeur, etc. Il faut aussi se mettre du côté de l'acheteur. L'acheteur, petit, moyen, grand, son enjeu numéro 1, c'est de ne pas se mettre en situation de risque. Et éventuellement ne pas mettre en risque l'entreprise qui sollicite. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on met souvent de côté, en fait. On n'est pas content quand on perd, on pense avoir été le meilleur. Peut-être qu'il y a un élément qui a fait que le donneur d'ordre, il s'est dit, bon, là, cette société-là, je me mets en risque, elle n'a peut-être pas conscience des volumes, ou j'en ai déjà une, ça s'est mal passé, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on répond, déjà, il faut être sûr de la réponse qu'on est capable de faire, sûr de notre capacité à la mener à terme, parce que ça peut coûter cher de mal exécuter un marché public. Il y a des pénalités, il y a une notion de notoriété, enfin, ça peut aller assez vite. Et donc de mettre un maximum de qualité. Mais que c'est un maximum de qualité, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est démontrer à notre donneur d'ordre qu'on s'engage, qu'on lui démontre dans notre réponse que tout est là. On ne fait pas de blanche. C'est lourd, mais on le fait une fois. Une fois qu'on a cadré, on peut se concentrer sur l'essentiel sur chaque réponse. Et vraiment, pour ce donneur-là, j'appuie sur tel et tel sujet. La réponse que l'on conçoit doit vraiment être le reflet de la réalité de l'entreprise. J'ai échangé il y a peu de temps avec un ami qui est acheteur, enfin qui n'est pas acheteur en direct, mais qui analyse les mémoires dans un conseil général. Il me dit, tu sais, il y a des sociétés avec qui on travaille beaucoup parce qu'on reconnaît la qualité de ce qu'elles font. Techniquement, elles ont de la notoriété, ça se passe bien. Je dis, tu le croiras ou pas, le jour où j'ouvre un mémoire technique, les véhicules, c'était encore les 4L. Ça paraît bête, ça ne change pas la teneur du marché. Mais ça montre simplement qu'en fait, personne n'est rentré dans ce dossier. Personne n'est allé essayer de le faire une fois de temps en temps un peu plus propre que les autres. Ça reste une compétition. Donc la réponse
ce qu'on appelle notamment le mémoire technique, qui est la partie écrite et démonstrative de ce qu'on va proposer, de qui on est. Il faut qu'elle respecte une certaine logique. Elle doit démontrer qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait, pourquoi, quelques chiffres de l'histoire, de l'humain. Qu'est-ce qu'on répond? Comment on va réaliser la mission? Aider l'acheteur à se projeter dès le premier jour de la signature. Ok, j'ai compris, on va signer, ça va se passer comme ça. Je ne sais pas, tiens, il me propose une visite de la blanchisserie, il me propose une réunion sur site. Prenez les devants. Plus je m'engage dans ma réponse, plus je rassure mon acheteur, plus je lui permets aussi de contraindre son choix. Puisque son choix avec les critères, il doit le faire avec un élément objectif. Plus vous racontez ce qui va se passer, et je ne peux que vous conseiller de décrire ce qui sera la réalité de ce qui se passera, qui est un gros sujet dans la commande publique depuis quelques temps maintenant, vous allez le contraindre et lui dire « Ok, peut-être qu'en face, j'ai une boîte qui me paraît plus grande, qui a des meilleurs chiffres, qui a plus de références, mais finalement, quand j'ouvre, bah, c'est vrai, à part la marque, à part le nom, je ne sais pas comment ça va se passer. » Et je vous le dis, on accompagne, nous, des petites, des moyennes, des boîtes, des majors, tout ce qu'on veut. On reçoit tous les jours sur des plateformes spécifiques des mémoires à auditer, donner notre avis pour faire des offres, etc. Loin, mais vraiment loin, sont les grandes entreprises. Elles ne répondent pas forcément mieux que les autres. Déjà parce que ce n'est pas harmonisé, c'est très délocalisé. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas des réponses de qualité. Mais je veux dire, il n'y a pas, quand on est une petite boîte, il n'y a pas à avoir honte et se dire je ne serai pas au niveau. Loin de là. Loin de là. Et il y a beaucoup de plus petites entreprises qui vont avoir une démarche beaucoup plus constructive. Donc la qualité d'une réponse, c'est l'engagement que j'y mets et puis être capable, ce que j'ai mis là, le SWOT, être capable de mettre le doigt sur là où je suis bon, et donc je le renforce, et là où je suis moins bon ou plus faible que mes voisins, et je le dis, mais je le dis avec une autre solution. C'est-à-dire que je mets le doigt sur le sujet avant que l'acheteur, lui, l'extrapole et se dise « Ouais, mais eux, de toute façon, il y a ça, on sait que ça ne va pas. » Non, mettez le doigt dessus. Ça, c'est très important. Et là, on fait une réponse de qualité. Dernier point sur ce sujet. Une réponse, et plus précisément le mémoire technique, doit, répondre à la demande que me fait l'acheteur, c'est-à-dire le cahier des charges et le règlement qu'il me transmet, et donc répondre aux questions qu'il m'a posées. Mais cela doit également répondre à toutes les questions qu'il va se poser au moment où il va lire mon offre et celle des autres. Et vous voyez, c'est tous ces sujets-là souvent qu'on occulte. On se focalise sur ce qu'on me demande. Or, la plupart des acheteurs dans beaucoup de métiers ne demandent pas grand-chose. Et ils vont ouvrir, ils vont regarder, puis là, ils vont se poser plein de questions, il n'y aura pas les réponses. Et enfin, le mémoire technique devient une pièce contractuelle dans le marché. C'est-à-dire que plus vous êtes transparent et précis, plus vous le rassurez pour l'exécution de son marché, quand il signe des offres où il y a 3-4 feuilles ou des sujets complètement aléatoires et génériques à l'entreprise. C'est là où les plus petites boîtes, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui, peuvent être plus fortes, puisqu'on va récupérer des points. Donc l'important, c'est Cédric, je reviens à toi tout de suite. Donc tu es en train de dire que c'est vraiment important d'adapter son discours, parce qu'en fonction des profils qu'on va avoir d'acheteurs en face, par exemple que si c'est un hôpital, une collectivité, un hôtel, on n'est pas dans le storytelling, mais j'ai envie de le dire un petit peu comme ça finalement. On adapte à sa cible. Tout simplement, le secteur public, c'est une des cibles les plus variées qui existent. On a 80 000 acheteurs, enfin donneurs d'ordre en France, une population d'à peu près 120 000 personnes. C'est autant de donneurs d'ordre différents. Évidemment qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un hôpital qu'à un CHU, à un EHPAD, à un centre sportif, à une collectivité de 300 habitants, 5 000, 10 000 ou 100 000. Et ça, parfois, ça disparaît un petit peu de la logique. De la même manière, je prends un exemple de bâtiment que ça parle à tout le monde, j'interviens pas de la même manière pour rénover un appartement en milieu occupé ou quand il n'est pas occupé. Donc j'adapte ma méthodologie. Ça, c'est souvent des vrais écueils. Et dernier point, comprenez une chose, on parle souvent du prix. Avant de me poser la question du prix, je dois me poser la question, est-ce que j'ai tous mes points sur le reste ? Est-ce que j'ai tout fait pour obtenir tous les points sur le reste ? Ensuite, on peut parler du prix. Parce que quand vous avez, je ne sais pas, 35 sur 40 sur la partie technique, bah, peut-être que celui qui a 20 sur 40, il est obligé de tabasser sur le prix pour le récupérer le marché. Il ne se pose pas cette question.
Donc avant d'être un sujet de prix, c'est un sujet technique. Et ce qui peut être du coup pénalisant, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, parce qu'au final, si l'offre est vraiment très en deçà de la réalité de la prestation qui va être produite, ça peut poser question. Parce qu'il y a la réalité technique, que ce que je suis capable d'exécuter, et puis il y a la réalité de ma réponse, comment je le rends perceptible. C'est deux choses assez différentes. Si j'ai un délai, je ne sais pas, je livre en une semaine, alors que tous les autres font 24 heures, et que moi je ne peux pas descendre en dessous, je vais perdre des points techniques. C'est la réalité de mon exécution. Par contre, si je ne mets pas de sujet autour de mon délai, bah, finalement, je vais perdre des points juste parce que je ne l'exprime pas. Et c'est vraiment deux volets de l'offre. Et l'enjeu, c'est de faire rejoindre les deux. Donc on prend de la transparence, on est bien d'accord. La transparence et de l'engagement. Ouais. Cédric, je t'en Et prie. sur cette transparence, il ne faut pas oublier aussi qu'en face de nous, on a des très grosses sociétés avec des juristes qui vont être capables de répondre à tout ça. L'équivalent de la société d'Aurélien qui est vraiment intégré dans la société. Mais nous, on a un autre avantage, c'est qu'on a nos partenaires avec qui on est très proche et qui marchent bien. Quand dans un appel d'offres, il y a une partie qui est sur l'écologie, je peux faire des grands baratins ou je peux appeler Franck ou Katia de chez Chrysler qui me font un joli certificat qui certifie qu'ils sont venus installer chez moi tout ce qui va bien sur cette partie écologie. Je rajoute ce joli certificat écolabellisé dans mon appel d'offres et quand l'acheteur voit ça, il est tout de suite rassuré sur ça. Donc nous, on a nos partenaires et on peut dire, ok, on est des experts, on n'a pas la structure juridique que les autres, mais par contre, on a nos vrais partenaires qui nous aident sur ça. Donc c'est là où on vraiment, en reprenant tous ces mondes-là, et on est capable, encore une fois, d'apporter en plus simplement d'une réponse achat pure, une expertise que ne vont pas faire les plus gros. Et ça, c'est aussi une importance qui est énorme. Tous les éléments de démonstration ont beaucoup de valeur. Une référence, c'est pas simplement dire j'ai travaillé avec la mairie de Caen en 92. C'est ok, mairie de Caen, telle date, tel objet de marché, puis pourquoi pas une lettre de recommandation, ce qui se fait quand même beaucoup. Tout simplement une lettre comme quoi une attestation de bonne réalisation. Voilà, quelqu'un qui s'engage un peu moins. Pourquoi pas une étude de cas. C'est des choses qui sont assez simples à faire aujourd'hui, comme des outils qui permettent de faire des choses un peu plus facilement. Voilà, faire une petite étude de cas, dire voilà, la mairie de Caen, on l'a eu à telle époque, on a avec tel problème technique, on l'a résolu peut-être de telle manière. Donc l'engagement, c'est ça. Et en effet, les certifications, les labels, les EcoVadis, tous ces sujets-là qui sont de plus en plus demandés, parfois ils ne sont pas demandés et ça n'empêche pas de les mettre en avant. Qu'est-ce qui vient argumenté dans mon sens. Donc c'est une très bonne remarque. Et c'est vrai que pour les petites sociétés, ça peut être des coûts parfois, mais on s'aperçoit que quand on cherche, finalement, on trouve plein de choses dans l'entreprise à mettre en avant. Nous, c'est notre quotidien. Parfois, on lit des appels d'offres, on se dit, mais c'est marrant, l'entreprise, de l'extérieur, elle paraît beaucoup plus solide. Et en fin de compte, quand on va gratter un petit peu aux quatre coins, chercher dans les tiroirs, on trouve des éléments qui ont vraiment de la valeur. De l'ancienneté, de la formation, des montées en compétences, des gens qui ont évolué au sein de l'entreprise. Ça, c'est des choses qui se racontent. C'est la question que j'allais vous poser. Qui sont objectivement pas notées. Ouais, voilà, des autres exemples, en effet, de qu'est-ce qu'on peut valoriser en termes d'arguments ou de critères. Cédric, toi, tu as cité, en effet, la possibilité pour un partenaire technique de venir produire une attestation qui va rassurer. Aurélien vient d'en citer d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent comme ça ? Oui, parce qu'en fait, ça va être aussi par rapport à nos forces, comme disait Aurélien tout à l'heure, par rapport à nos forces qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si mon client, enfin l'appel d'offres, ça l'arrange que le passage soit lundi et que moi je ne peux passer que le mardi, par défaut en effet, même si je baisse le prix comme un sauvage, ça ne passera pas et ça l'embêtera. Donc c'est ces points-là où on a besoin d'être vraiment capable d'analyser ce qu'on est capable de faire, techniquement, mais par rapport aussi à ce qu'il demande. Dans certains cas, le prix c'est le plus important, dans d'autres cas c'est l'écologie, dans d'autres cas c'est le côté social, parce qu'ils ont aussi un quota de faire travailler des personnes au niveau social, ou alors on va se retrouver à avoir un tapis qui va être fait en bouteille, en bouchon de bouteille valorisé, ce qui est un peu plus compliqué à laver, mais parce qu'ils ont des exigences au niveau écologie. Donc c'est là où il va falloir rentrer dans tous ces détails-là pour essayer de comprendre un peu mieux. Et il y a des choses qui sont clairement formalisées sur papier, mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus non dites. Alors avec l'expérience, on les connaît peut-être un peu mieux, mais c'est vraiment dans ces détails-là qu'on va. Et encore une fois, nous, on a nos partenaires pour nous aider là-dessus. Quand on parle de consommation d'eau, on peut aller voir notre fabricant de machines pour en parler. Je parlais tout à l'heure des produits civils, c'est la même chose. Le fait de dire on est écologie, mais on va venir avec un gros camion diesel, mais par contre on essaie de bien faire à côté, c'est pas non plus très cohérent. Éco-responsable.
Voilà, tout à fait. Alors, le meilleur outil qui existe, ça reste ce qu'on appelle les QR, les questions-réponses, qui sont maintenant, qui sont sur tous les appels d'offres, où l'acheteur est obligé de répondre. Donc il est obligé d'apporter une réponse ou de vous renvoyer vers un élément ou de fermer la porte et de se mettre en risque. Ça, c'est vraiment le meilleur outil qui est à portée de main de l'entreprise. Il y a un vrai jeu à mettre en place là-dessus et ça permet vraiment d'enrichir les réponses. L'autre point, sur les territoires, il y a des petites choses qui peuvent être faites. Vous faites peut-être déjà, mais organiser des journées portes ouvertes, se mettre en showroom, inviter les élus. En fait, vraiment montrer qu'on est un acteur du territoire, mais qu'on ne se contente pas que de son territoire. Enfin, moi, j'ai quand même eu une vision des entreprises qu'elles doivent se développer, et c'est le choix du dirigeant, jusqu'où, comment, pourquoi. Mais on ne peut pas... J'ai longtemps été assez critique d'ailleurs sur ce qu'on appelle les seuils de gré à gré, qui ont largement augmenté, c'est-à-dire les seuils en deçà duquel l'acheteur n'est pas obligé d'effectuer certaines publications et d'utiliser certaines typologies de procédures. Il peut le faire, mais il n'est pas obligé. Et en fin de compte, ça a énormément contraint les petites entreprises, alors que le maître mot était c'est plus simple, on va permettre aux entreprises de mieux répondre. Moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup de clients qui étaient des petites entreprises, qui vivaient des appels d'offres publics et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans consultation. Et qui nous disaient, mais en fait, je fais comment ? J'ai dit là, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est appeler les élus, aller les voir. Mais, ouais, mais moi, je ne peux pas. Enfin, j'ai une boutique. Techniquement, je ne peux pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, à nous, petites entreprises, d'essayer de combler ça. Mais en effet, il y a quand même des seuils qui sont assez élevés maintenant. On parle quand même de 40 000 € sur un seuil de gré à gré. Ce n'est pas négligeable. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour faire vivre son entreprise, son territoire et engager l'élu à ses côtés. Il faut aussi utiliser un peu le jeu de ces outils-là, c'est-à-dire que, comme disait Aurélien, le jeu des questions-réponses est super intéressant. Quand je vois dans l'appel d'offres que mon client dit qu'il a des textiles super fragiles à nettoyer, que je sais parfaitement que mon concurrent n'est pas capable de le faire, j'hésite pas à poser une question en disant « Vous êtes sûr que le textile fragile est vraiment important ?» Juste pour que l'acheteur dise « Oui, c'est vraiment important » et que mon concurrent finisse par dire « Ok, on n'est pas capable de faire, on laisse tomber. » Donc il y a des moments, il ne faut pas hésiter à utiliser cet outil pour mettre aussi le point en valeur sur le fait que nous, on est meilleur et que notre concurrent n'est pas capable de le faire. Alors, ce qu'on voit apparaître depuis quelques temps dans les réponses, un peu comme dans les pubs plus classiques, c'est des analyses comparatives. Donc c'est vrai que je pense à ce sujet-là, c'est assez intéressant. Vous parlez, je ne connais pas spécifiquement, de tunnel de lavage, faire un petit tableau comparatif, lavage en tunnel, lavage à la main, lavage en machine, et lister un peu les écarts, je ne sais pas, par rapport à la typologie de fibres, etc. Il ne faut pas hésiter en fait. Plus vous donnez d'outils à votre acheteur, plus vous l'aidez à vous désigner, et puis aussi à acquérir une forme d'expertise. Et c'est toujours bon à prendre. C'est une forme d'éducation quelque part. Exactement. Ok, Aurélien, est-ce qu'il y a des arguments qui parlent plus, davantage, si tu as pu identifier ça, aux acheteurs publics ou privés aujourd'hui ? Est-ce que tu as pu remarquer s'il y a des choses qui ressortent vraiment en particulier, sur lesquelles du coup ça peut être intéressant d'appuyer quand on candidate ? Alors, je pense qu'il y a un sujet sur lequel aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse, c'est évidemment tout ce qui touche au RSE. Et j'insiste sur le fait que le RSE ce n'est pas que l'écologie, c'est vraiment la durabilité au sens propre, les sujets d'insertion, les sujets de la vie et l'implantation dans un territoire, évidemment l'écologie, le recyclage, la formation, la montée en compétences. Ça, ce sont des sujets qui sont vraiment très importants et on ne peut plus en faire l'impasse. Et d'ailleurs, on a, alors je n'ai pas les termes exacts, les différents décrets qui sont passés, mais on a maintenant des critères, hein, et c'est vite 5, 10, 15, jusqu'à 20% de la notation. Il faudrait reprendre les thèmes précis, donc ça, on ne peut pas faire l'impasse. Et j'ai même envie de dire, on doit avoir les points où on assume, et, parce que voilà, on a une autre stratégie, notamment de prix. L'autre point qui est très important, c'est un peu la synthèse de ce qu'on s'est dit, c'est l'engagement. C'est apporter des garanties. Les garanties, elles peuvent être très factuelles, certification, un label, ou autre, et elles peuvent être aussi sur des propositions d'action.
une visite sur site, un process qualité spécifique, je sais pas, une plateforme avec des photos de manière aléatoire, une traçabilité qui est propre, etc. Ça, c'est des sujets qui sont de plus en plus importants. C'est comment l'acheteur, une fois de plus, ne se met pas en risque. Tout à l'heure, j'assistais ce matin à une conférence au Salon des maires de notre conseil, mon ami Émeric Rockaby, sur l'IA auprès du moniteur. Aujourd'hui, le vrai sujet de l'IA dans les entreprises pour générer les réponses, alors il y a des outils qui arrivent sur le marché plutôt professionnels et voilà, a priori qui ont été conçus pour, mais il y a tout ce qu'on appelle le shadow IA, c'est chacun d'entre nous qui utilise l'IA pour rédiger un point ou autre, font qu'aujourd'hui, on a des réponses côté acheteur qui sont probablement pas le miroir de la réalité. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, il ne faut pas hésiter à l'exprimer et à s'engager au maximum. Ensuite, dernier point, je pense que c'est un peu la suite de l'engagement, c'est ce qu'on appelle la sincérité. La sincérité d'une offre. La sincérité, c'est de raconter ce qu'on est capable de réaliser et de le dire. Et d'expliquer noir sur blanc qu'on ne peut pas aller au-delà. Si c'est du prix, si c'est du délai, si c'est de la techno. La sincérité, c'est un point important. Voilà, après, donner une bonne image de son entreprise. Aujourd'hui, quand on va en rendez-vous, quand tous vous faites un échange commercial direct, vous savez vendre votre entreprise, vous allez y aller de manière propre, bien habillée. Vous n'allez pas être content si vous avez des commerciaux quand ils se garent avec une voiture toute sale. J'imagine d'autant plus dans votre métier. Ça paraît bête, mais en fait, on exige historiquement certaines choses d'une vente directe. Finalement, on a un regard beaucoup plus dégradé sur la réponse à l'écrit. Mais en fin de compte, c'est la même chose. On veut une réponse à l'écrit qui soit complète, qui soit propre, qui soit engageante, qui soit dynamique, qui respecte la charte de l'entreprise, qui respecte les couleurs de l'entreprise. Je peux vous dire qu'on en a vu, mais on a vu de tout. Vous avez des réponses avec des logos orange, alors que la boîte, depuis 50 ans, son logo, il est vert et jaune. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est l'alignement entre la réalité de l'entreprise, de bout en bout, et ce qu'on va proposer à notre acheteur. Ok. Cédric, tu veux réagir ou je peux enchaîner parce qu'on arrive au bout de cet atelier, ça passe vite. Aurélien, si je te demandais de résumer les 3 erreurs les plus fréquentes dans les réponses aux appels d'offres, lesquelles seraient-elles? Et puis à contrario, à l'inverse, les 3 bonnes pratiques que tu recommanderais, toi, vraiment systématiquement, à une blanchisserie ou à un pressing qui se lance dans les appels d'offres, la réponse aux appels d'offres. Alors, j'ai listé 4 points plus génériques et puis j'ai travaillé par rapport à votre sujet 3 éléments qu'on a parcourus. Mais la première erreur, vraiment l'erreur la plus récurrente, c'est un petit peu comme quand on était à l'école ou en examen, c'est le hors-sujet. C'est répondre à côté du besoin réel du donneur d'ordre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez flagrant, c'est la compréhension. Et souvent, ce manque de compréhension, c'est parce qu'on n'a pas posé de questions-réponses. Et souvent, questions-réponses, on a fait les réponses avant les questions. On se projette un peu trop. On veut vendre de la surqualité. On veut imposer de la sous-qualité, parce que vous comprenez, ce sont les deniers publics. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Et le risque, c'est la perte de points. Et puis également l'élimination, ce qu'on appelle une offre irrégulière. Un acheteur qui reçoit trop d'offres, à un moment donné, il doit faire du tri. Le deuxième point, deuxième erreur récurrente, c'est l'absence de preuve. La notion de preuve, c'est la démonstration de ce que j'avance. Tu parlais tout à l'heure de véhicules diesel. Si vous êtes engagé dans une démarche, futur électrique ou autre, dites-le, montrez-le. Enfin, à la limite, mettez les cartes grises en annexe, peu importe, ça coûte quoi? Rien. L'absence de preuve et de chiffres. Permettent à l'acheteur de mesurer, d'évaluer réellement ce qui se passe dans l'entreprise et comment ça va se passer. Ça, ce sont des engagements concrets. Et le risque derrière ça, c'est une évaluation qui est dégradée. Parce qu'on compare ce qui est comparable. La troisième erreur, assez basique, alors je ne voulais pas le mettre, puis après je me suis dit finalement c'est quand même la base, c'est ce qu'on appelle la non-conformité.
c'est de répondre à ce qu'on me demande. Donc je mets de côté l'élément technique. Si on vous dit, alors c'est pas on vous dit, c'est la règle, je dois être à jour de mes attestations fiscales, sociales, etc. Si je suis pas à jour, en fait, je vais pas passer à travers les mailles du filet. Ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes attributaire, on vous donne 8 jours pour les donner. Et parfois, on ne les obtient pas en 8 jours si on a un petit arriéré. Donc ça, c'est vraiment la non-conformité administrative. Alors, on peut être rattrapé, pas sur ce point-là, mais parce qu'on n'a pas mis le bon formulaire ou autre. C'est vrai, et depuis peu d'ailleurs. Mais ça, c'est quand même un élément qui est assez lourd de se faire éjecter juste parce qu'on n'a pas lu correctement, on n'a pas vérifié ce qu'on a mis dans l'enveloppe. Sur les bonnes pratiques, à l'inverse, démontrer qu'on a une vraie bonne organisation, réelle, sérieuse, claire, sécurisée et sécurisante pour l'acheteur. Le démontrer, c'est l'écrire. Une fois de plus, c'est permettre à l'acheteur de se projeter. Mais ça veut dire se poser la question. Et beaucoup de boîtes, beaucoup de nos plus petites entreprises, et c'est normal, elles sont peu documentées, elles ne sont pas processées. Dans le quotidien, c'est maîtrisé, c'est processé, mais ce n'est pas écrit. Donc de faire l'effort de l'écrire, de le démontrer et de documenter. Je remarque que dans beaucoup de réponses, il y a peu de photos. Un atelier, une équipe, un matériel, montrer qu'il est propre, qu'il est bien entretenu. Ça paraît bête, mais en fait, le diable se cache dans les détails. Si j'ai 2 minutes, je vous donnerai un exemple après. On a parlé de chiffres tout à l'heure. Donner des chiffres qui sont vérifiables et des indicateurs de performance pour vous permettre de vous faire évaluer, donner les propres indicateurs. Voilà. Si vous avez des questions, vous me dites. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout à fait bateau, mais en fait de personnaliser un minimum sa réponse. De préparer un cadre en se disant je vais attaquer le secteur public, je vais m'attaquer au marché, je vais en remporter, je prépare mes contenus et ensuite je fais du sur-mesure. C'est les 80-20. 80% de la base ne sera pas modifiée, seulement 20% le sera, mais ça prendra 80% de mon temps au moment où je réponds. C'est vraiment permettre à l'acheteur de retrouver ses petits. Je vous donne mon exemple très rapide. Oui, je t'en prie, vas-y. J'ai eu il y a quelques années un client dans un métier très spécifique qui était vraiment très très bon et on remportait vraiment beaucoup d'appels d'offres et il était loin devant. Et un jour, il me dit, je pense qu'on fait les choses tellement bien que c'était il y a quelques années, je vais faire venir une équipe de tournage, on va filmer. Il y avait notamment, il déployait des moyens colossaux pour faire des livraisons sur une espèce bref, des engins assez lourds. Et donc, il avait fait venir une équipe de télé, un reportage magnifique sur les gars équipés, etc., les moyens lourds. Et un jour, on a perdu un appel d'offres à 0,5 points. On a appelé l'acheteur pour comprendre, parce que là, franchement, on ne comprenait pas à 0,5 points. Tout le monde était dans un mouchoir de poche. Il me dit, écoute, en fait, on a dû analyser l'appel d'offres dans une commission sécurité. Et on s'est aperçu, je caricature, qu'en haut, là-bas, sur un des plans, en haut de la grue, il y avait un mec qui n'avait pas de casque. Donc, en fait, on a voulu faire le maximum. Je pense qu'on l'a fait. Mais le diable se cache dans les détails. Tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment un exemple, vous pouvez le garder en tête. Et quand vous faites votre réponse, on pense à tout. Donc, faire des belles photos, je pense que c'est important. Mais il faut qu'elles apportent une valeur ajoutée. Merci Aurélien. Cédric, une dernière question pour toi. Un mot sur la motivation, en fait. Hein. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à continuer à répondre malgré la complexité des procédures, histoire d'initier des vocations? Ce qui pousse à répondre à l'appel d'offres, c'est qu'en fait, à partir du moment où on répond, on s'engage sur un contrat qui va marcher. Et si derrière, on fait le job, au bout de 3 ans, le contrat, on va reprendre l'appel d'offres, on va changer la date, grosso modo, et on répondra encore à l'appel d'offres et on le gagnera encore. Donc l'appel d'offres, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à mettre en place, mais qui, par contre, lance la pérennité de ce client-là. Et cette complexité, elle est gérable, parce qu'en fait, à ce moment-là, encore une fois, je parlais tout à l'heure des partenaires, c'est des personnes vraiment avec qui on peut travailler. Au moment où j'ai envie d'expliquer pourquoi je suis RSE et de la meilleure façon, je sais que mon partenaire, par exemple en produits logiciels, répond à des appels d'offres. Je peux les appeler en disant « Tu peux m'envoyer ton dossier pour voir ce que je peux récupérer ?» et je fais du copier-coller par rapport à ce qui est marqué dedans. Donc il y a des choses qui sont assez faisables parce qu'on a nos partenaires qui sont comme ça. La chose que j'aurais tendance à dire, c'est reprendre la grande phrase d'un grand philosophe, Jean-Claude Duss, qui dit en gros « Oublie que tu n'as aucune chance et vas-y fonce », parce que sur un malentendu, ça peut passer. L'appel d'offres, le premier qu'on a répondu, on l'a fait en se disant au moins
bon, normalement on va pas gagner, mais au moins on verra ce qu'ont fait les autres. Et on verra comment ils ont fait pour bien répondre et pourquoi on a gagné. Finalement, on s'est aperçu d'un détail, on a sauté sur le détail et on a gagné l'appel d'offres. Donc il y a vraiment des moments où on se dit, voilà, on a du monde pour nous aider, on a des sociétés qui le font aussi très très bien pour vraiment rentrer dans certains détails. Il faut y aller, quoi. Et ça nous permet vraiment de dire, l'acheteur, à partir du moment où lui, il a tout écrit et que nous, on correspond à ce qu'on a dit et qu'on correspond vraiment à ce qu'il voulait, il ne peut pas nous dire après, derrière, vous avez mal fait le job. Non, on t'a dit ce qu'on allait faire, on fait ce qu'on a dit. Il n'y a aucun problème. Et au bout de 3 ans, encore une fois, il va se dire, bon, bah finalement, Egitex, ils ont bien fait le boulot, on va faire l'appel d'offres et on fera ce qu'il faut pour qu'on travaille ensemble. Donc c'est là où ça reste un bon marché à prendre, parce qu'on pérennise vraiment le système derrière. Très bien, bah merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Pas de questions, parfait. Donc merci Aurélien pour tous tes conseils très clairs et très, très concrets. Merci aussi à toi Cédric parce que tu illustres en effet une problématique quand même assez récurrente sur ce secteur d'activité. Ce qu'on peut retenir de ces échanges, c'est qu'un appel d'offres, on l'a bien compris, ce n'est pas juste un dossier administratif à remplir, c'est un vrai exercice de stratégie, de différenciation. Que répondre efficacement, c'est d'abord comprendre le besoin du client, la base. Choisir les bons appels d'offres, ne pas se tromper non plus, bien comprendre. Montrer ce qui fait la force et la singularité de son entreprise. Cédric, tu l'as très bien illustré, que ce soit la qualité du linge ou alors, comme tu l'as évoqué, savoir produire des certificats, comme l'a souligné Aurélien, savoir peut-être faire simplement des photos pour montrer une machine qui est propre, comme tu l'as dit, qu'on voit que l'usine elle est propre, elle est bien entretenue, que ce soit un pressing ou une blanchisserie. C'est vrai dans les deux cas. La régularité, la traçabilité, la réactivité, la durabilité, autant de critères qu'on peut valoriser, qu'on peut mettre en avant. J'insiste aussi sur une chose, c'est que c'est aussi une belle opportunité pour vous de faire reconnaître le savoir-faire de vos métiers, de renforcer du coup la compétitivité du secteur en valorisant ce que les blanchisseurs et les pressings savent faire de mieux, de la fiabilité, du service bien sûr, de l'exigence. Donc si on devait résumer en une phrase, ne subissez plus les appels d'offres, mais transformez-les vraiment en levier de croissance et de visibilité. Merci encore à vous tous pour votre attention, et puis merci à vous messieurs. À plus tard pour la suite.